Retrouvez votre émission Gabon Environnement tous les lundis dès 10h05, rediffusée à 20h. Gabon Environnement, une émission qui traite des questions environnementales avec Arnaud Ondo Ngozogo et Lise Obon Angoro. Nous suivre sur les ondes 88.7 et 96.5. L'environnement, notre priorité sur Radio Gabon, la référence. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver dans le cadre de votre émission Gabon Environnement. Comme vous le savez, Gabon Environnement est votre émission qui traite des questions environnementales. À la présentation, je suis Lise Obon Angoro. À mes côtés, Arnaud Ondo Ngozogo. Bonjour Arnaud. Bonjour Lise, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons débattre d'un sujet. En même temps, vous allez présenter notre invité. Nous recevons donc le docteur Liwou Jean Félicien. Il est directeur des études et des stages à l'École nationale des eaux et forêts, ENEF. Il est ingénieur des eaux et forêts et hydrobiologiste. Avec lui, nous allons donc parler d'un thème, l'importance des zones humides pour l'humanité. D'accord. Bonjour monsieur. Bonjour. Bienvenue sur les ondes de Radio Gabon, la référence. Docteur, comment pouvez-vous définir les zones humides? Bien, je vous remercie déjà pour m'avoir invité dans vos locaux. C'est un plaisir, en tant que responsable de l'École nationale des eaux et forêts, d'assister à cette rencontre pour édifier le public sur les zones humides, les enjeux, l'importance des zones humides. Et il faudrait peut-être rappeler qu'en tant qu'ingénieur des eaux et forêts, normalement, nous avons plusieurs spécialités dans les eaux et forêts. Il y a une spécialité qui traite, ou du moins qui parle des questions en lien avec les zones humides. Alors, particulièrement ceux qui ont le volet eau, ils sont beaucoup plus proches de toutes les questions en rapport avec les zones humides. Donc, c'est dans ce contexte-là, effectivement, étant hydrobiologiste, je peux parler aisément des zones humides. Alors, il faut d'abord rappeler que les zones humides, c'est quoi? Les zones humides, c'est un ensemble d'écosystèmes. Et parmi ces écosystèmes, vous avez souvent l'habitude de parler des lacs, vous avez l'habitude de parler des mares, des marais, vous avez l'habitude également de parler des lagunes et tout ce qui est zones inondées, des zones qui, d'habitude, ont l'influence des eaux. Toutes ces zones, en fait, en général, on les qualifie des zones humides parce qu'il y a effectivement la présence des humides. Ils se caractérisent généralement par beaucoup de choses, de l'eau, mais le sol est gorgé d'eau. Pour les spécialistes, on parle des zones des terres hydromorphes, donc des zones gorgées d'eau. Donc c'est ce qui particularise généralement les zones humides. J'ai essayé de rappeler un certain nombre d'écosystèmes qui peuvent rappeler effectivement que nous avons affaire à des zones humides. Alors donc l'humidité dont on parle, c'est pas le terme courant qu'on emploie tous les jours? Non, c'est pas le terme courant. C'est vrai que quand on parle d'humidité, on voit un tout petit peu le fait qu'il y a de l'air, un peu d'eau. Oui. Effectivement, la vapeur, l'eau sous forme de vapeur peut créer de l'humidité. Mais l'humidité dont on fait allusion ici, c'est le fait que l'écosystème en lui-même est noyé par de l'eau. De l'eau en général. Ça peut être une rivière est noyée d'eau, tant pour moi. Les lacs, il y a de l'eau. Les marais, il y a de l'eau. Donc dans ce contexte-là, on parle de zones humides. D'accord, mais docteur, est-ce que ici au Gabon, on trouve des zones humides? Plus précisément, dans quelle province? Déjà, quand on parle de zones humides, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous parlons de lacs, par exemple. Alors, il y a une zone qui est souvent appropriée. On va souvent à Lambaréné, pour ceux qui vont à Lambaréné. On parle même des zones lacustres. On parle même de Rougoué-Aval, Rougoué-Amont. Il y a même la zone des lacs, comme vous le saviez. Et si vous allez à Lambaréné, vous allez être émerveillé par un ensemble d'étendues d'eau. Des eaux qu'on appelle généralement chez nous des eaux stagnantes, qui ne bougent pas beaucoup, mais qui ont la forme, on va dire, les eaux se brassent, mais elles ne coulent pas. En général, ce sont des lacs. Ou alors, ce sont des zones humides parce qu'il y a l'influence de l'eau saisonnière. Parce qu'à un moment donné, lorsque les pluies tombent, ces zones-là subissent la montée des eaux. Et lorsqu'il n'y a pas beaucoup de pluie, ces zones ont tendance à diminuer d'eau. Donc on parle de zones de décrue et des zones de crue. Crue, c'est quand il y a beaucoup d'eau, et décrue, c'est quand les eaux ont tendance à diminuer. Et donc ces zones-là, soumises à l'influence de la montée des eaux, la descente des eaux, généralement c'est des zones humides. Particulièrement à Lambaréné, il y en a beaucoup. Voilà. En dehors de Lambaréné, est-ce qu'on a une cartographie nationale des zones humides? On peut l'avoir? Il faut avouer que le Gabon est quasiment une zone humide à part entière. Il faut dire que le fait que nous soyons traversés par des rivières, des fleuves, des lacs, ces zones-là sont considérées comme des zones humides. Voyez-vous le Goué, rien que le Goué lui-même, qui traverse quasiment
sur près de 5 provinces du Gabon. Je ne citer que le Haut-Ogooué, le Goué-Lolo, le Moyen-Ogooué, le Goué-Vindo et le Goué-Maritime. Puisque c'est 5 provinces qui sont traversées par le Goué. Le fait que le Goué traverse ces zones-là, tout au long de l'Ogooué, il y a effectivement des zones sous influence des eaux de l'Ogooué qui elles-mêmes constituent des zones humides. Et ces zones-là, donc vous voyez, tout le long de Port-Gentil, vous avez bien vu que le grand chantier du chef de l'État, actuellement, qui voudrait créer une route qui doit rejoindre, n'est-ce pas, Port-Gentil à Libreville. Ouais. Tout le long de cette route qui est en train de créer, il n'y a que des zones humides. Et lorsque vous prenez une zone comme le Moyen-Ogooué, le Goué-Vindo, il n'y a que des zones humides. D'ailleurs, l'extérieur même, vous aviez la zone drainée par le Komo, le Komo qui est l'un des fleuves, l'un des plus grands fleuves aussi du Gabon, n'est-ce pas? Tout le long du fleuve Komo, il n'y a que des zones humides. C'est pour vous dire que les zones humides, il y en a quasiment partout sur l'ensemble du territoire national. Alors, on parle des zones humides et on célèbre une journée. Vous comprenez l'importance de celle-ci? Tout à fait. Et je pense même que ceux qui ont eu en premier l'attitude de faire en sorte qu'il y ait une journée spéciale des zones humides, ils n'ont pas eu tort. Il faut dire que le Gabon a ratifié une convention qu'on appelle la convention Ramsar. C'est une convention où, normalement, l'ensemble des pays doivent faire en sorte que l'eau puisse servir à tout le monde. Et donc, je crois qu'il y a des amendements qui ont un lien avec le développement durable, d'accord, le 6e amendement du développement durable. Il voudrait que l'ensemble de la planète puisse gérer durablement l'eau, parce que l'eau est une denrée rare et surtout une denrée importante pour l'ensemble d'activités au quotidien. Voilà. Donc, cette journée a tout son sens. D'ailleurs, elle est célébrée, je crois que tous les 2 février, tous les 2 février de chaque année. Et le Gabon, justement, pour avoir ratifié cette convention, a célébré, quand même parfois en différé, cette journée, il n'y a pas longtemps. Alors, on célèbre la journée, on parle aussi de la particularité des zones humides. Qu'est-ce qu'elles produisent, ces zones humides-là, pour le bien de l'humanité? Bien, il faut dire que lorsqu'on prend l'exemple, par exemple, d'une rivière, rien que pour essayer de situer un peu le contexte, lorsqu'on prend la rivière, rien que la rivière en elle-même, ou alors un fleuve, qu'est-ce qu'un fleuve peut nous produire? Du poisson, par exemple. Ben voilà, le poisson, ça veut dire qu'à l'intérieur de ce fleuve, d'accord, au long de ce fleuve, le long des berges de ce fleuve, il y a des zones humides. Les poissons, généralement, vont se reproduire dans les zones humides. Généralement, quand vous voyez le cours principal d'un fleuve, par exemple, beaucoup de poissons migrent généralement vers les berges, parce que ces berges-là sont des zones plus ou moins stables, où il y a moins de pression humaine, et les poissons ont tendance à aller dans ces zones-là pour se reproduire. Et lorsqu'ils atteignent les tailles, on va dire, acceptables, pour pouvoir se retrouver dans le cours principal, les poissons migrent donc de ces zones humides vers le fleuve. Et c'est par là que nous avons la possibilité de pêcher des poissons. Et une fois un poisson est pêché, bien entendu, il se retrouve dans notre casserole, et on peut le vendre, on peut en tirer profit. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que l'eau en elle-même est une denrée importante. Vous êtes sans ignorer, par exemple, que toutes les eaux que nous avons ici au Gabon proviennent des rivières. Par exemple, pour, on va dire, le Mont des Cristal, se trouve la rivière qui nous sert aujourd'hui, on va dire, de l'eau potable pour Libreville, puisque l'eau pour Libreville, d'accord. Et cette eau qui vient de la rivière, je crois que c'est Mézène, je pense, la baie, Mbé, la rivière Mbé, autant pour moi, merci pour l'information. La rivière Mbé, voilà, qui produit de l'eau qui est transformée pour arriver chez nous ici, n'est-ce pas, sous forme d'eau potable. Voilà. S'il n'y avait pas cette rivière, donc nous aurions du mal à avoir de l'eau potable. C'est notre exemple. Mais vous êtes aussi sans ignorer que l'agriculture en elle-même, pour avoir des produits qui puissent servir au marché, d'accord, on doit arroser ces plantes-là au quotidien. Et cette eau-là, il faut la prélever quelque part, soit d'un puits, soit d'une rivière, soit alors peut-être d'un cours d'eau qui passe derrière votre jardin. D'accord, donc docteur, on peut alors dire que les zones humides favorisent le secteur de l'agriculture? Affirmatif. Vraiment, c'est un secteur qui dépend pour l'essentiel de l'eau. Et par ricochet, on parlerait des zones humides. Est-ce qu'il y a des zones humides qui sont aujourd'hui, on va dire, vierges au niveau du Gabon et qui sont protégées intégralement? Vierges, protégées intégralement. Déjà, il faut noter que le Gabon a, depuis un certain temps, créé ce qu'on appelle des parcs aquatiques. Il y a des parcs marins et des parcs aquatiques. Et les La différence, c'est laquelle? Un parc marin est beaucoup plus proche, on va dire, de l'océan. D'accord? Oui. Tandis qu'un parc aquatique, ça peut être une zone drainée par des eaux douces où l'activité
de pêche. importante de pêche, par exemple, est pratiquée, ou d'autres activités importantes pour le secteur économique est pratiquée. Et cette zone-là, elle a une eau qui a une importance qui permet à ce que l'État juge utile d'en faire une réserve. Voilà. On peut aussi mettre une réserve pour les besoins de recherche, par exemple. Alors, il y a des chercheurs qui voudraient bien, n'est-ce pas, avoir un espace où ils peuvent facilement s'y rendre pour faire des travaux en lien, par exemple, avec la conservation des milieux, la conservation des essences forestières qu'on trouve aux alentours de ces cours d'eau, ou alors, carrément, les poissons qui s'y trouvent, connaître leur stock, connaître leur gestion au quotidien, savoir comment ils se reproduisent, savoir comment ils se comportent, et tout cela pour aller vers la conservation. Voilà un tout petit peu la nuance entre ces deux écosystèmes. Alors, il n'y a pas que la richesse halieutique qu'on retrouve dans les zones humides. Qu'en est-il des animaux, des espèces qu'on retrouve aussi dans ces zones-là? Oui, tout à fait. J'ai oublié de dire que l'eau est importante aussi sur la forme énergétique. Oui. J'ai oublié de dire que l'électricité que nous avons, indépendamment du fait que nous vivons de l'eau, l'électricité est un produit issu, n'est-ce pas, des zones humides. Dans ce sens-là, parce qu'une rivière peut faire l'objet des travaux pour qu'il y ait des barrages, et ces barrages produisent, n'est-ce pas, par des techniques appropriées, de l'énergie. Voilà. Et cette énergie nous revient sous forme d'électricité. Bon, maintenant, à l'intérieur de ces cours d'eau, à l'intérieur de ces marais, de marécages, de ces lagunes, par exemple, on trouve d'autres animaux autres que les poissons. Oui. Comme par exemple, on peut trouver le lamantin. Le lamantin est un animal, c'est un mammifère aquatique que l'on trouve généralement dans les zones humides. On peut le trouver le long, par exemple, des rivières, dans certaines rivières, devrais-je dire. Et on peut trouver également le lamantin dans des cours d'eau, dans les marais, les marais un peu profonds, qui juxtaposent entre les rivières et ces marais. Les poissons, et plutôt les lamantins peuvent s'y trouver de temps à autre. Alors, il y a aussi les hippopotames, par exemple. Les hippopotames, c'est des mammifères et aquatiques également que l'on trouve dans les cours d'eau, généralement, les grands cours d'eau. Il n'y a pas que les hippopotames, on peut trouver aussi des reptiles, tels que par exemple les crocodiles, par exemple, que l'on trouve. Mais il y a une richesse inouïe. On peut y trouver également des crustacés, comme les crevettes douces que nous mangeons. On peut les retrouver également dans ces cours d'eau. Donc, dans l'écosystème, en général, on trouve aussi bien des plantes que des animaux. Donc c'est un écosystème où il y a plusieurs interactions. Donc, les animaux vivent en harmonie avec les plantes vivent en harmonie avec l'eau, et l'eau vit en harmonie avec tout ce qui s'y trouve. Alors on parle aussi des zones humides comme étant des zones qui absorbent du carbone. Est-ce qu'on peut savoir comment se passe ce processus-là? Alors, le carbone, c'est vrai que lorsqu'on parle de carbone, on a tendance à penser peut-être que... dire d'abord ce que c'est que le carbone. Bon, le carbone, simplement, on va prendre par exemple du charbon. Du charbon, et lorsqu'il est brûlé, n'est-ce pas, nous avons de la cendre. Okay? Cette cendre-là, cette poudre-là, eh bien, c'est considéré comme du carbone. Parce que déjà, vous arrive souvent de constater que quand vous touchez de la poudre, elle est noirâtre. C'est du carbone. D'accord? Mais le carbone peut être en contact avec l'oxygène. Okay? Oui. Et lorsqu'il est en contact avec l'oxygène, ça devient du CO2. Okay? Et ce CO2, n'est-ce pas, on peut le retrouver dans l'eau. L'eau, comment ça se passe? Dans l'eau, il y a un phénomène qu'on appelle la photosynthèse. La photosynthèse, c'est elle qui est à l'origine quasiment qui gouverne le système vital d'un écosystème. Okay? Du moins pour ce qui est de l'eau. Simplement, qu'est-ce qui se passe? Alors, lorsqu'il y a le soleil, n'est-ce pas, c'est ce soleil-là qui crée ce qu'on appelle de l'oxygène dans l'eau. Okay? Par le phénomène de photosynthèse dont j'ai fait allusion. Et en retour, lorsqu'il y a photosynthèse, il y a production d'oxygène et il y a dégagement de CO2 qui se fait. Donc, alors, l'eau sous forme de matière. Okay? À l'intérieur, on peut avoir des organismes microscopiques vivants. Okay? Et tous ces organismes microscopiques vivants, en fait, constituent de la matière. À partir du moment où ils constituent de la matière, alors, à chaque fois qu'un animal meurt, il se décompose et il libère dans la matière du carbone. D'accord? Il libère dans le milieu de la matière. Et cette matière-là, en se décomposant, produit du carbone. Donc, en général, l'eau a le plus grand réservoir, devrais-je dire, du carbone qui puisse exister sur Terre. Donc, en réalité, on ne devrait pas forcément penser au carbone que l'on trouverait dans des arbres, hors de l'eau, mais on pourrait aussi retrouver le carbone dans les rivières, dans les lacs particulièrement, là où on peut trouver de la matière organique en forte concentration. La matière organique en forte concentration, est-ce en cela qu'on dit que les zones humides sont vitales pour l'humanité? Tout à fait, on peut le dire dans ce sens.
matière organique, ça veut dire qu'on peut extraire cette matière pour en faire, par exemple, de l'agriculture. Hein. C'est-à-dire que tout ce qui est de peau, hein, on peut extraire de peau. L'exemple souvent net pour illustrer cela, lorsque vous avez par exemple un étang, hein, un étang c'est généralement le poisson. Oui. Lorsque vous mélangez l'étang, d'accord, il y a une couche de terre qui s'y trouve. Oui. Cette couche de terre-là a la particularité d'être riche en matière nutritive pour la plante. Et comment font les gens? En général, lorsque on a vidangé l'étang, le poisson qui est resté dans cet étang pendant plusieurs mois a déféqué. Lorsqu'il défèque, toute sa matière se concentre dans le sol. Oui. Donc, le sol est enrichi en éléments nutritifs qu'une plante peut absorber. Alors, qu'est-ce qui se passe? On peut en faire des engrais. Et voilà. Donc, les gens peuvent récupérer cette matière et la placer là où on voudrait, par exemple, planter de l'arachide, du maïs ou tout ce que vous voulez. Mais en réalité, cette eau a été enrichie par le poisson. Le poisson. Et c'est un peu le processus qui se fait naturellement dans les rivières, dans les lacs. Donc, toute la matière qui se trouve enfouie dans les eaux, cette matière est réutilisable pour en faire, n'est-ce pas, du compost, pour en faire des fertilisants pour la matière. La matière que nous voulons, par exemple, nous voulons faire la production végétale, la production des plantes utiles. Alors, vous avez parlé de l'eau. On parle de 3 types d'eau qu'on retrouve dans les zones humides. Pouvez-nous dire un mot là-dessus? 3 types d'eau, oui, effectivement. Il y a des eaux douces, oui, entièrement douces. Ça voudrait dire qu'il n'y a pas la présence forcément du sel. Hein. Bon, c'est vrai que c'est un peu difficile pour les gens qui ne sont pas initiés. Mais lorsqu'on parle du sel, hein, le sel, c'est l'ensemble des éléments dissous dans l'eau. Quand par exemple du fer, le fer, c'est un élément peut-être dissous dans l'eau, hein, sous forme de sel. Hein. Mais ce n'est pas de ça dont je parle. Je veux dire, la saveur de sel de cuisine que nous avons, cette saveur-là est distincte de l'eau que nous buvons, l'eau douce, qui, elle, n'est pas salée. Tout à fait. Donc, je fais allusion à cela. Donc, une eau douce, elle n'est pas salée, d'accord? Et il y a une eau qui est salée ou qui est la présence de sel. Hein? Donc, généralement, le NaCl, c'est le sel de cuisine, en fait, que nous avons l'habitude de voir, qui est blanc. Voilà. Et il y a une eau qui est intermédiaire, hein, qui est mi-salée et mi-douce. Cette eau, on l'appelle l'eau saumâtre. Voilà, vous y connaissez. Donc, c'est ce type d'eau qu'on trouve généralement. Les eaux saumâtres, on les trouve où? Généralement, lorsque vous le trouvez dans les estuaires, par exemple. Vous voyez, beaucoup de gens confondent toujours lorsqu'ils voient l'estuaire là en face de lycée Lombard. Les gens ont tendance à penser que là, au lycée Lombard, là, ils ont affaire déjà à l'océan. Non, c'est pas encore l'océan, c'est une estuaire. L'estuaire, ça veut dire le fleuve va rencontrer l'océan en passant par une espèce de couloir, donc par un bras, d'accord? Un bras, ce bras-là mène directement à l'océan. Donc l'océan se trouve derrière la pointe des Nids, d'accord? Vous voyez le même point de Nid à côté, de l'autre côté vous avez la pointe du Cap Esterias quasiment, et entre ce couloir, l'eau, voilà. Mais à cet endroit-là, précisément, les gens n'ont pas tort de confondre cet endroit comme si on avait affaire à l'océan. Mais pourquoi? Parce qu'il y a de l'eau douce qui arrive du côté du Congo, comme fleuve, et de l'autre côté, il y a l'influence de l'océan. Donc il y a de temps à autre des entrées des eaux marines, d'accord? Ces entrées des eaux marines, se mélangeant avec les eaux douces, alors nous avons les eaux saumâtres. C'est un exemple pour montrer un peu ce que c'est les eaux saumâtres. Les eaux saumâtres aussi, il y en a, par exemple, lorsqu'on prend le cas, par exemple, de l'Ogooué, hein, l'Ogooué qui se jette vers l'océan en passant par un delta. On parle d'un delta, c'est-à-dire que l'Ogooué a 3 bras, d'accord? Ces 3 bras ramènent l'Ogooué vers l'océan, d'accord? Mais à cet endroit-là, l'océan est justement en contact avec l'eau douce. Donc, de temps à autre, les marées montent et ces marées apportent de l'eau salée qui se mélange avec l'eau douce. Nous avons les eaux saumâtres. Il y a également aussi les lagunes. Hein. Les lagunes, comme vous le savez, les lagunes, c'est une espèce de couloir, hein, un littoral, qui permet à ce que les eaux marines soient en contact, un tant soit peu, avec les eaux douces. Et nous avons effectivement des eaux saumâtres également. Et les écosystèmes qu'on rencontre dans ces milieux-là, que l'eau soit douce, salée ou saumâtre, peuvent se ressembler? Bon, les écosystèmes, il faut déjà dire que c'est quoi d'abord ce qu'on entend par un écosystème? Il faut déjà qu'on soit d'accord. Oui. Un écosystème est composé en fait ce qu'on appelle en jargon scientifique le biotope hein, et la biocénose. Hein. Oui. Bon, quand on parle de biocénose, voilà, la biocénose c'est l'ensemble de tout ce qui est vivant. Ça peut être d'origine animale, d'origine végétale. Et le biotope, c'est l'ensemble de l'habitat, hein, l'habitat caractéristique de ce qu'on peut trouver dans cet écosystème. Donc, il y a des habitats propres, par exemple aux poissons, il y a des habitats propres, par exemple aux lamantins, il y a des habitats propres. Donc, il y a un ensemble d'éléments constitutifs de cet écosystème. Alors, bien entendu, lorsqu'on dit que les écosystèmes peuvent différer, bon,
Évidemment, elles peuvent différer dans le sens où la composante animale, par exemple, d'un écosystème à un autre peut différer. Comment est-ce possible? On est d'accord que lorsqu'on se situe, par exemple, au niveau du littoral, on va dire, prenons le cas, par exemple, des estuaires, à ce moment-là, l'estuaire sera concentré de poissons qui ont cette capacité, n'est-ce pas, de supporter de l'eau salée. L'eau salée. Oui. Et on y trouvera aussi certains poissons qui peuvent supporter des taux de salinité qui partent des eaux douces et qui peuvent s'arrêter juste là où le taux de salinité leur permet de vivre. Et d'autres poissons aussi qui peuvent traverser la barrière des eaux salées pour se retrouver dans l'eau douce. Et à ce moment-là aussi, à condition qu'elle puisse supporter la charge de la salinité qu'exige ce poisson pour vivre. Donc, si on tient compte de ce contexte-là, on comprend bien que les écosystèmes ne se ressemblent pas. Ceux qui sont tout à fait loin de la salinité, ils auront un habitat qui leur est propre. Et ceux qui peuvent vivre là où il y a la salinité et de l'eau douce, ceux-là aussi, ils ont un habitat qui leur est propre. Donc, effectivement, on peut penser que les écosystèmes sont différents selon qu'on se trouve dans une zone humide par rapport à une autre. On parle aussi de la lutte contre le réchauffement climatique. Docteur, est-ce que les zones humides ont un rôle à jouer dans la lutte contre ce phénomène? Oui, je peux le dire avec certitude. Vous savez, lorsqu'on parle de changement climatique, c'est un gros mot, changement climatique. Vous savez que lorsque le climat est en train de changer, d'accord, il y a effectivement des conséquences. Pour comprendre l'importance des zones humides, pour faire le lien, il faut déjà se situer au fait que dans ces zones, il y a de la vie. Alors, si la vie est impactée par les changements climatiques, donc il va de soi que les changements climatiques, on va dire à ce moment-là que les poissons sont impactés, devais-je dire. Si les poissons sont impactés par les changements climatiques, ça veut dire que l'homme aussi est en danger. Parce que nous vivons grâce, du moins nous mangeons le poisson, donc ça nous permet de vivre. Nous vivons de l'eau, donc si les changements climatiques viennent à perturber l'écosystème humide, il n'y aura plus de l'eau en abondance. S'il n'y a pas de l'eau en abondance, le poisson viendrait à mourir. Si le poisson meurt, alors nous allons aussi en souffrir. Maintenant, on dit que les zones humides peuvent jouer un rôle essentiel, important. Dans quel sens? On dit souvent que les zones humides réduisent l'érosion. Quand il y a une forte pluie, par exemple, la force de l'eau crée à son passage, n'est-ce pas, des bouleversements du milieu. Je n'ai pas un exemple. Lorsque, par exemple, rien que pour voir ce qui se passe, il vous est arrivé peut-être de voir que lorsqu'il y a eu des pluies torrentielles, cette pluie a créé des éboulements de terre. Ces éboulements de terre ont été transportés par un fort torrent. Pour vous montrer un tout petit peu ce que les eaux peuvent faire. D'accord? Et ce torrent va amener la boue. Et vous vous rappelez qu'il y a eu un incident il y a cela quelque temps où des compatriotes ont trouvé la mort, devais-je dire, parce que simplement les pluies torrentielles ont apporté la boue et la boue les ont quasiment amenés à tout part. C'est un exemple pour montrer un peu le cas de changement climatique lorsqu'il y a des pluies torrentielles. Mais alors, par exemple, les mangroves. Les mangroves sont des endroits où, n'est-ce pas, il y a ce type de végétaux. Ces végétaux qu'on appelle généralement les mangroves, les avicennias, les rasmusas, ces avicennias que l'on voit généralement pousser le long du littoral. Beaucoup de gens parfois ne réalisent pas l'importance de ces écosystèmes, qui sont des écosystèmes humides, bien entendu. Et ces écosystèmes ont un effet tampon. Lorsque les eaux ont tendance à monter, normalement, si ces arbres ne créaient pas une barrière écologique, c'est ce qu'on appelle barrière écologique, c'est-à-dire que lorsque les eaux montent, alors ces arbres constituent une barrière écologique qui empêche l'eau d'aller avec force vers les terres. D'accord? À ce moment-là, cette zone-là, qui est une zone inondée, qui est noyée par les eaux, cette zone-là est une barrière écologique qui protège l'homme contre l'érosion. Alors, c'est sûr et certain que s'il n'y avait pas ces plantes, l'érosion serait peut-être plus aggravée que maintenant. Souvent, on ne cesse pas de le dire, la zone de la Sablière est une zone qui, longtemps, avait beaucoup de mangroves, mais on a bien compris que l'urbanisation a mené à ce que ces endroits soient dégagés, et puis on a installé des maisons. Et malheureusement, lorsque il y a des fortes pluies, ces zones-là sont vraiment soumises à l'inondation, à une forte érosion. Voilà. Là, c'est un exemple pour montrer que effectivement, les zones humides peuvent effectivement lutter contre l'érosion. Oui, je crois qu'on tire petit à petit. Nous avons un entretien de 30 minutes. Docteur, je crois que... Oui, on va poser une autre question. Peut-on dire que les zones humides sont riches en biodiversité? Oui, je peux le dire de manière affirmative. La biodiversité, elle est vaste. Tout à l'heure, je parlais du poisson, mais il n'y a pas que le poisson. Dans les zones humides, on peut trouver les reptiles également. Parmi les reptiles, vous avez par exemple les tortues, c'est des reptiles. Parmi les reptiles, vous avez les serpents, d'accord? Parmi les reptiles, vous avez les crocodiles, que l'on connaît vulgairement. Ça, c'est un exemple. Donc, dans les zones humides, vous pouvez trouver les mammifères. Donc, nous avons cité, par exemple, le lamantin. Nous pouvons trouver également les hippopotames, d'accord? Mais on peut trouver également
Si on étend un peu plus loin, vous savez, par exemple, les dauphins qui viennent parfois, vous savez, la zone, certains dauphins montent parfois le long de l'estuaire. On peut trouver quelques dauphins. Il n'y a pas longtemps, on a vu un requin qui est mort, un requin c'est un poisson. Qui est échoué, voilà. Un requin c'est un poisson. On dit seulement qu'il y a des mammifères qui peuvent venir aussi dans cette zone-là. Il y a aussi des requins qui peuvent venir. Mais vous aviez donc une diversité d'animaux. Il y a donc les poissons de tout genre. Tout à l'heure, je parlais de requins comme étant poissons, mais il y avait aussi des poissons connus, comme par exemple les capitaines. C'est des poissons qui sont connus. La sardine, que vous connaissez très bien, que l'on trouve beaucoup plus dans les zones des mangroves. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi des crustacés. Les crustacés, vous avez des crevettes. Vous avez également les crevettes microscopiques, comme nous appelons généralement le plancton, le phytoplancton qu'on ne voit pas, mais qui sont tout petits, qui servent de nourriture souvent à des poissons. Ne citer que ça, on peut dire, dans les zones humides, on peut trouver même les insectes, on peut trouver les mollusques, on peut trouver des reptiles, on peut trouver des mammifères, on peut trouver des poissons. Et donc, c'est des milieux qui sont plus productifs en termes de biodiversité que le reste des espaces. Je peux le dire avec beaucoup de ferveur, effectivement. Il n'y a pas un milieu aussi riche que les milieux aquatiques. Ils sont plus riches que les milieux terrestres de manière générale. D'accord, fidèles auditeurs, ainsi s'achève votre émission Gabon Environnement. Mais avant, nous allons donner la parole au docteur. Comme mot de fin, je dois dire que je suis déjà ravi d'avoir contribué un tant soit peu à apporter quelques informations sur les zones humides. Je n'ai pas été exhaustif, mais je pense que j'ai quand même donné quelques détails qui pourraient permettre à ce que certaines personnes aient une idée des zones humides. Et il faut seulement dire que les zones humides, c'est des zones qui méritent une attention spéciale de la part des autorités. Rien que pour ce que nous avons dit tout à l'heure, ces zones aident et limitent les érosions. Donc souvent, je fais référence au fait que beaucoup de personnes aujourd'hui ont tendance à couper de manière anarchique les mangroves. Et il n'y a pas longtemps, je crois que le gouvernement s'est un peu inquiété, il n'y a pas longtemps, ce phénomène où on a trouvé qu'il y avait une coupe, on va dire, abusive des mangroves le long du cap Estérias, mais également dans la zone de Vendo. Et ce phénomène devrait cesser parce que ces zones que l'on détruit sont des zones qui sont importantes, non seulement pour la reproduction des poissons, parce qu'une bonne partie des poissons s'y reproduisent, mais également ces zones-là constituent des barrières écologiques pour que les effets du changement climatique ne puissent pas avoir une action forte sur les terres. Donc on souhaiterait vraiment que les gens comprennent que c'est dans notre intérêt à tous que ces zones-là soient préservées pour le bien-être des générations futures. D'accord. Arnaud? Oui, c'est donc la fin de ce numéro de l'émission Gabon Environnement. Je rappelle que nous recevions le docteur Liwourou Jean Félicien, directeur des études et des stages à l'École nationale des eaux et forêts, l'ENEF. Il est ingénieur des eaux et forêts, hydrobiologiste. Avec lui, nous avons donc parlé des zones humides et leur importance pour l'humanité. L'émission Gabon Environnement est diffusée le lundi à partir de 10h05, rediffusion à 20h. Une autre rediffusion est servie les mercredis. L'émission, voilà, à la réalisation, il y avait donc Wilfried Zo et Hans aussi était de la partie. Nous vous disons merci de nous avoir reçus chez vous. Les programmes se poursuivent sur Radio Gabon, la référence. Nous vous disons merci et à très bientôt. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec